Marie-Paul a 53 ans. Elle est kinésithérapeute. C'est une miraculée. Il y a 3 ans, un homme a tenté de l'assassiner par amour. J'ai quand même eu très peur. J'ai encore peur. J'ai échappé à la mort. Voilà, je suis une survivante. J'ai échappé au pire. Marie-Paul pratique l'aïkido depuis 30 ans, un sport qui l'aide à se reconstruire. Le procès de son assassin commence demain. Elle est inquiète. L'aïkido m'a permis, au moment des faits, de ne pas paniquer. Je suis dans l'exercice physique. Ça me permet de me fatiguer. J'espère pouvoir dormir. Parce que là, à quelques heures du procès, je manque de sommeil, donc c'est un peu plus difficile que d'habitude. J'ai peu dormi la nuit dernière. J'espère que ce soir, je vais pouvoir dormir. Palais de justice de Strasbourg. Premier jour du procès. Marie-Paul arrive au tribunal. Dans la salle de la cour d'assises, elle retrouve son avocat, maître Guy Bénichou. Il la prépare au déroulement d'un procès d'assises. N'hésitez pas à dire « Je n'ai pas compris le sens de votre question ». Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Quand vous êtes à la barre. D'accord. Oui. La barre, c'est ça. Ici. Ah oui, On va juste d'accord. vous Mais on peut avancer. se tenir, c'est Ouais. ça? Sur une table, les pièces à conviction. Marie-Paul revoit pour la première fois l'arme utilisée par son agresseur. C'est un engin d'enfer. C'est ça qui a failli me tuer. Cet objet-là. Ça me rappelle que j'ai échappé à la mort. L'homme qui a voulu tuer Marie-Paul entre dans le box des accusés. Il s'appelle Alexandre Pierrot. Accusé de tentative d'assassinat, il est incarcéré depuis 3 ans. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Alexandre Pierrot était fou amoureux de Marie-Paul. Pourtant, sa passion pour cette femme l'a conduit à vouloir la tuer. Depuis les faits, Alexandre et Marie-Paul ne se sont pas revus. Assise en face de son agresseur, elle n'a aucun regard pour lui. La tentative d'assassinat a bouleversé la vie de Marie-Paul. Avec le procès, elle souhaite d'abord comprendre pourquoi Alexandre a voulu la tuer. Elle espère ensuite que sa vie pourra reprendre un cours normal. Si je pouvais dormir mieux, ne plus avoir des rêves désagréables, des cauchemars, ne plus me réveiller parce que j'ai peur et que je suis coincée dans mon lit, imaginant qu'on est en train de me tirer dessus, j'ai hâte que ça finisse. Pendant 2 jours, la cour d'assises de Strasbourg va juger Alexandre Pierrot et tenter de comprendre les raisons de son geste. Le procès commence. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Le président et la cour vont d'abord s'intéresser aux faits. Que s'est-il passé pour qu'Alexandre Pierrot, un homme sans histoire, au casier judiciaire vierge, ait voulu tuer Marie-Paul? Tout commence dans cet immeuble du centre-ville de Strasbourg. Marie-Paul assiste 1 fois par mois à une réunion philosophique. C'est là qu'elle fait la connaissance d'Alexandre Pierrot. Le soir du drame, la réunion se déroule normalement. Une fois la conférence terminée, Magali, la philosophe qui organise les réunions, raccompagne Alexandre et Marie-Paul sur le palier. Pendant que les 2 femmes discutent, Alexandre Pierrot se retourne. Il se penche et il fouille dans son sac. À ce moment-là, je pensais qu'il cherchait un petit papier qu'il voulait remettre à Magali. Donc Magali continue de me parler et à un moment, il se retourne. Je le vois les bras en l'air. Dans ses mains, Alexandre tient un revolver qu'il pointe sur le ventre de Marie-Paul. Il appuie sur la gâchette
mais le coup ne part pas. Je vois un objet qui ressemble à un pistolet d'enfant. Je suis en train de sourire à Magali et je dis c'est en plastique, j'espère. Alexandre devient blême. À ce moment-là, Marie-Paul comprend qu'il ne s'agit pas d'un jouet. Je réalise que c'est une véritable arme à feu parce que Alexandre voulait la repointer vers moi et vraiment a montré un mécontentement, une colère parce qu'il n'y arrivait pas. Les deux femmes arrachent alors l'arme des mains d'Alexandre et finissent par le maîtriser. Je me souviens aussi, très bien, qu'il dit oui, comme d'habitude, je rate tout ce que je fais. Ça fait bizarre. Alexandre reste prostré. Il commence à baver. Les deux femmes appellent le SAMU. Il est emmené en hôpital psychiatrique. Marie-Paul quitte l'immeuble. C'est dans la rue qu'elle réalise qu'elle a failli mourir. Je suis arrivée ici. Je crois qu'il faisait déjà nuit. Je suis arrivée ici et j'ai commencé à trembler. Il bruinait. J'ai commencé à trembler, mais de partout. Les dents qui tremblent, les bras. J'étais tétanisée. Je ne pouvais plus bouger. Je me suis dit, je vais tomber par terre. J'ai cru que j'allais tomber. Bouleversée, Marie-Paul porte plainte. Après 15 jours d'hospitalisation, Alexandre Pierrot est incarcéré. Retour au tribunal. Si aujourd'hui Marie-Paul est une survivante, c'est parce que l'arme d'Alexandre s'est enrayée au moment où il voulait tirer. Ce que confirme à la barre l'expert en balistique lors de son audition. Sur cette arme, il faut manuellement tourner le barillet pour amener la cartouche en face du percuteur et du canon. A priori, cette phase des manipulations n'a pas été réalisée. Donc l'utilisateur a armé le chien, mais n'a pas ou mal tourné le barillet. Deuxième hypothèse, l'arme avait peut-être été préparée avant, et lors de son transport, le barillet a pu tourner, parce que sur une arme de ce type-là, il n'y a pas un verrouillage mécanique très puissant. Donc si on pose ça dans une sacoche avec un geste un peu violent, le barillet peut faire une rotation de quelques millimètres, et ça va suffire pour entraîner une non-percussion. La vie de Marie-Paul s'est peut-être jouée à quelques millimètres. Pour la première fois depuis 3 ans, elle vient de revivre son agression. Ça ravive des souvenirs, ça ravive un moment particulier. Ça a été dur de le revoir là. Oui, j'ai eu peur. Et puis après, je me suis raisonnée en me disant je vais pas avoir peur. Après les faits, la cour s'attarde sur le parcours et la personnalité d'Alexandre Pierrot. Licencié en histoire, il n'arrive pas à trouver du travail. RMiste à 33 ans, il habite encore chez ses parents. Interrogé par le président, Alexandre s'exprime de façon étrange. À plusieurs reprises, il fait référence à l'Antiquité, sa passion. Puis il cite pêle-mêle plusieurs philosophes, Sartre, Platon, Socrate. Asocial, l'accusé avoue préférer la compagnie des livres à celle des hommes. Jacques est un ami de Marie-Paul. Il est venu la soutenir pendant ce procès. Comme beaucoup dans la salle, il est très surpris par l'attitude d'Alexandre. Il s'est voulu éloquent pour lui-même. C'est un personnage un peu hors du commun. On voit quand même pas tous les jours qu'on rencontre des personnes qui vous disent « Moi j'ai vécu 25 siècles, trop tard. Hein, et je vis avec les morts, je vis dans les livres, je vis... » Julie et François, les enfants de Marie-Paul, partagent ce point de vue. François se souvient d'un jour où il avait été étonné. Alexandre avait mal réagi alors qu'il voulait simplement le prendre en photo. J'ai voulu prendre une photo, j'avais l'appareil photo sous la main, j'ai pris une photo, il voulait pas, je l'ai pas méprise. Et il s'est pas fâché, mais ça lui a vraiment déplu. On peut dire non, mais la façon dont il a dit, c'était vraiment bizarre. C'était menaçant, c'était vraiment... Dans quelques minutes, c'est au tour de Marie-Paul de témoigner. Une épreuve difficile. Chaque moment de ce procès lui rappelle qu'elle est une survivante. Je pense que ça ne va pas être facile de revenir en arrière, de revenir sur cette
sur le moment des faits. Je peux témoigner, heureusement. Il ne manquait pas grand-chose pour que je ne puisse plus témoigner. Bon. L'audience va reprendre. Marie-Paul va chercher un peu de réconfort auprès de sa fille, Julie, qui a tenu à rester auprès de sa mère pendant ces 2 jours. Ça me fait plaisir de pouvoir la serrer dans mes bras, même si c'est pas à elle de me soutenir quelque part. Je veux dire, c'est un peu le monde à l'envers. C'est elle qui m'aide et quelque part, c'est difficile. C'est difficile. Quelle relation Marie-Paul et Alexandre entretenaient-ils exactement? Était-ce une complicité intellectuelle, une relation amicale ou une histoire d'amour? Pendant les conférences philosophiques, Marie-Paul et Alexandre sympathisent. En juin 2006, les réunions s'arrêtent pour les vacances. Marie-Paul demande alors à Alexandre de venir chez elle pour lui donner des cours particuliers. Alexandre avait la capacité de reformuler les choses d'une manière plus compréhensible pour moi. C'est quelqu'un qui sait parler correctement, qui choisit ses mots et qui savait parler comme j'aurais aimé savoir parler moi. Et En contrepartie, toi, lui te donnait des cours et toi tu devais faire quoi à la place? Je devais, il n'y avait pas d'obligation. Tu t'étais proposé, c'était votre marché entre guillemets. Il te donnait des cours, en échange, toi tu le sortais. Il se plaignait de ne pas savoir comment rencontrer du monde, comment voir du monde, et il disait j'ai fait le tour des livres et j'en ai marre d'être entre 4 murs. À 33 ans, Alexandre est encore vierge. Mais secrètement, il est amoureux de Marie-Paul. Pourtant, pendant leur rencontre, il ne lui fait aucune avance intime. Mais comment est-ce qu'il qualifie les relations? Il n'en parlait pas, je dirais. Pour lui, c'était sujet, ça ne l'intéressait pas. Il n'en avait jamais eu et que ça ne l'intéressait pas. Et alors, qu'est-ce qui ne l'intéressait pas? La relation sexuelle, ça ne l'intéressait pas. C'est quelque chose qui disait ne pas l'intéresser. Mais l'amour platonique d'Alexandre est un amour exclusif. Mi-août, lors d'un cours particulier, Marie-Paul reçoit en sa présence un coup de téléphone. C'est un ancien petit ami qui l'appelle. Alexandre est fou de jalousie. Et quand je suis revenue, il me dit si seulement il pouvait disparaître celui-là. J'ai dit attendez, ici je suis chez moi et je téléphone à qui je veux et je parle à qui je veux. Et je n'ai pas osé lui demander à ce moment-là pourquoi il m'a fait cette réflexion. J'ai trouvé en tout cas ça tout à fait déplacé et donc je lui ai dit écoutez là, je ne suis pas d'accord. Devant la cour, Marie-Paul raconte qu'elle décide alors de ne plus voir Alexandre. Pourtant, ils se retrouvent une dernière fois à la rentrée lors d'une réunion philosophique le 25 septembre 2006, le jour du drame. Lors de son audition, Marie-Paul insiste sur le fait qu'elle n'a jamais imaginé une quelconque relation amoureuse avec Alexandre. Et elle affirme qu'à aucun instant, elle n'a remarqué qu'il avait des sentiments amoureux pour elle. Je n'ai pas l'impression qu'il avait de l'affection pour moi. Non, pas d'affection. Puisque c'est quelqu'un qui dit et qui était tout à fait contre toute relation affectueuse. Donc moi, de l'affection, j'ai jamais eu le tiers du quart de pensée qu'il y avait de l'affection entre lui et moi. À l'audience, le président demande à Alexandre s'il a été jaloux lorsque Marie-Paul a reçu le coup de téléphone de son ancien compagnon. L'accusé reconnaît qu'il s'est senti floué. Il avoue « Ce jour-là, je l'ai traitée de manipulatrice sans cœur ». Alexandre ne supporte pas que ses illusions s'effondrent. C'est à ce moment-là qu'il prémédite le crime. Devant la cour, il raconte avec détail le scénario qu'il a imaginé pendant 3 semaines pour assassiner Marie-Paul. Quelques heures avant la réunion philosophique, Alexandre dit avoir pris l'arme de son père et avoir même tiré avec
pour l'essayer. Monsieur Pirot avait un projet criminel très clair, très précis, qu'il a mis à exécution et qui n'a manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté. Pour Gaëlle Koenig, l'avocate d'Alexandre Pirot, la partie n'est pas facile. On a eu affaire à c'est vrai, un accusé très particulier pendant l'audience. Oui, mais bon, en même temps, particulier de par sa nature, mais aussi parce qu'il reconnaissait tout, qu'il a été très agréable. Tous les accusés ne sont pas non plus très agréables, qu'il a été lui-même. Je crois qu'on a eu Alexandre Pirot. 19h30, fin de la première journée. Accompagnée par sa fille, Marie-Paul rentre chez elle. La journée a été éprouvante. Deuxième jour d'audience. Ce matin, Marie-Paul a repris des forces. Je me sens mieux par rapport à hier. Je commence tout doucement à comprendre comment j'ai réussi à me retrouver dans cette situation-là. Et ça, c'est très, très intéressant. Mais l'épreuve n'est pas encore terminée. Le verdict sera rendu ce soir. Mais d'abord, c'est la question de la responsabilité pénale d'Alexandre Pirot qui est posée. L'accusé est-il atteint de troubles psychologiques? C'est tout l'enjeu de ce procès. À la barre, les experts psychiatres reconnaissent qu'Alexandre Pirot est atteint de graves troubles. L'un des experts pense qu'il est responsable de son acte et qu'il peut être jugé. L'autre, qu'il est malade et que sa place n'est pas en prison. Face à la possibilité qu'Alexandre Pirot sorte de prison, Maître Bénichou réagit. Elle n'a pas du tout eu l'impression, pendant tous les échanges qu'elle a pu avoir avec ce monsieur, que celui-ci était atteint d'un trouble mental ou d'un trouble psychique ou neuropsychique. Mais pour elle, c'était une personne intelligente, cultivée, réfléchie, qui savait prendre ses décisions et qui était capable de réfléchir à la mise à exécution d'un projet criminel. Ça me dépasse largement. On se demande si la prison sert à quelque chose, si l'hôpital psychiatrique sert à quelque chose, qu'est-ce qui sert, voilà. Reprise de l'audience, l'heure est maintenant au réquisitoire. L'avocate générale juge que l'accusé est responsable pénalement. Pour elle, son geste s'apparente à un crime passionnel. Elle requiert 10 ans de réclusion criminelle. Vient ensuite Maître Bénichou. Dans sa plaidoirie, il affirme qu'Alexandre Pirot mérite une peine. Il dresse également un portrait touchant de sa cliente. Marie-Paul fond en larmes. Vous avez craqué au moment où, quand Maître Bénichou a dit que vous étiez une femme pleine de vie. Pleine de vie, je n'ai pas l'impression que je suis pleine de vie actuellement, puisque par moments je me sens complètement anéantie, sachant que je passe 10 fois par jour par une allée près de chez moi, bordée de tilleuls, et où j'ai déjà dû me retenir pour pas me jeter contre un arbre à toute vitesse. Vous aimez la vie, madame. Oui. Vous aimez la vie. Oui. Voilà, oui. C'est ce que je voulais dire. Oui. Et que la leçon de ce procès, c'est qu'il n'entame pas votre amour de la vie. D'accord. Oui, j'aime la vie, j'ai donné la vie et j'ai cette chance-là, d'ailleurs, d'avoir pu la donner. Et je suis même grand-mère et j'en suis contente. Vous voyez? Oui. Donc vous aimez encore davantage la vie. Pour finir, l'avocate d'Alexandre Pirot demande l'acquittement de son client pour des raisons psychiatriques. Pour moi, cet homme n'a absolument pas sa place en maison d'arrêt. Je pense que vraiment, c'est ce que j'ai dit dans ma plaidoirie, la maison d'arrêt n'a pas une vertu thérapeutique, elle n'a pas une vertu médicale, elle est là pour sanctionner quelqu'un. Il a été sanctionné, il a quand même fait près de 3 ans de détention provisoire. Il y a eu une sanction, il a compris son geste, il a compris sa faute. Comme toujours à la cour d'assises, le dernier mot revient à l'accusé. Alexandre Pirot s'adresse à Marie-Paul et lui présente ses excuses avec le style qui lui est propre. Marie-Paul, dit-il, les dieux étaient avec vous. Après ça, plus rien ne pourra vous abattre. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux croire à ces excuses. Je pense qu'il est sincère et qu'il regrette maintenant le geste qu'il a pu avoir, qu'il a pu commettre.
C'est pour ça que je pense qu'il n'était vraiment pas atteint de délire au moment des faits. À présent, les jurés se sont retirés pour délibérer. Pour Marie-Paul, le dénouement est proche. L'attente ne sera pas longue. Elle dure à peine 1h30. À la question « Alexandre Pierrot a-t-il tenté de tuer Marie-Paul ?» la Cour répond oui. A-t-il prémédité son geste? La Cour répond oui également. Mais surprise, les jurés ont jugé Alexandre Pierrot irresponsable de son acte. Il est donc acquitté et libéré. Je suis heureuse pour Alexandre Pierrot. J'espère qu'il va enfin pouvoir construire sa vie, pas la reconstruire, parce que vraiment la construire, c'est un nouveau départ pour lui. Je ne sais pas quelle va être la suite. Maintenant, c'est de l'ordre administratif, c'est plus de l'ordre judiciaire, mais je lui souhaite une bonne route. J'ai fait confiance au tribunal et donc voilà, je dirais c'est... Après, je ne sais pas. Vous n'êtes ni triste, ni... Je suis sous l'effet de la surprise. C'est pas une déception, c'est un souci de justice. C'est le souci de la vérité, le souci de savoir aussi si ce monsieur est capable de récidiver, si la justice a été rendue ou non. Son agresseur libéré, Marie-Paul peut seulement compter sur une déclaration d'Alexandre dans laquelle il a promis de ne plus jamais s'en prendre à elle. Est-ce que c'est vrai? Première question. Vous l'avez entendu un comme grand moi. soulagement, oui. Et alors là, en termes d'émotion, ouf. Voilà, j'aimerais pouvoir le croire. Ça, c'est une autre question. Mais vraiment un soulagement intense. Alexandre Pierrot est sorti libre du tribunal. Une semaine après le verdict, le parquet a fait appel. L'accusé devra se représenter devant la cour d'assises dans 1 an. Département de l'Essonne. Un bâtiment banalisé, aucun sigle, aucun panneau. C'est ici que se préparent Ludovic, André et le lieutenant Rodolphe. Ces 3 policiers font partie de la BAC, la brigade anticriminalité. Samedi soir, il est 20h, leur service commence. Dans leur secteur, les délinquants peuvent être dangereux. Les policiers disposent d'un attirail de lutte contre les violences urbaines. Les grenades à main MP7, diffusant de la lacrymogène. Des cartouches pour le flashball, arme non létale, emprisonné 2 cartouches. Grenades lacrymogènes, flashball à visée laser. L'Essonne est un département connu pour la violence de certaines cités. Il y a des attaques, on va dire vraiment des attaques éclairs qui durent. L'affrontement va durer 10 minutes grand maximum. C'est plus ce qui se passait en 2005 où on pouvait avoir vraiment une bataille rangée qui allait perdurer, qui allait durer plus d'1 heure. Mais là, c'est des attaques éclairs, donc nous, il faut qu'on soit plus réactifs parce que c'est plus court, mais c'est parfois plus violent. Leur champ d'action, 1800 km², une grande partie du département. On charge grenade lacrymogène, on a le bouclier. Jusqu'à 4 heures du matin, la fin de leur service, ils ne savent pas à quoi ils vont être confrontés. À peine partis, ils sont appelés sur une altercation. Là, on a une rixe en cours sur la commune de Grigny, à proximité de la gare. 2 blessés pour l'instant sur place, selon les effectifs locaux. T'as déjà des collègues sur place? Ouais, des collègues sur place et 2 blessés par... on sait. Enfin, ils sont au sol, ensemble. Grigny. 2 familles seraient en train de régler leur compte en pleine rue. L'incident a lieu au milieu des immeubles HLM, un terrain sensible pour les policiers. Voilà, donc ça s'est calmé, là, on a un équipage terrestre avec nous. Rodolphe descend le premier, bombe lacrymogène à la main.
Une quarantaine de personnes sont déjà dans la rue. Les CRS sont arrivés en renfort. Les riverains sont encore sous le coup de l'énervement. La BAC tente d'apaiser les esprits. Oui, ça fait merde. Ah, mais le problème, c'est qu'ils sont dehors. Nous, on va pas tous les ramener au commissariat. On va pas les forcer à rentrer chez eux s'ils veulent rester dehors. Mais il faut rester une équipe ici. Les victimes de la rixe sont déjà à l'hôpital. La situation est calme. Mais la radio appelle les hommes de la BAC sur une nouvelle intervention. Il est où, Ludo? Il est 21h. Une voiture de police vient d'être attaquée dans une cité voisine. Toutes les unités sont appelées en renfort. Qui a pris un morceau de verre sur la main. Affirmatif. Donc la blessure, elle est pas grave, j'espère. Le caillassage de la voiture de police a eu lieu à Ris-Orangis. Ouais, 721 Alpha, bravo. On arrive là dans 2 secondes. T'as encore du monde ou pas sur place? Négatif, faites attention, ça tombe des immeubles là. Est-ce que vous avez pris usage lacrymogène? 721 Alpha a fait usage moyen lacrymogène à main pour détacher. Tous les policiers se retrouvent à l'entrée de la cité. Donc on va voir s'ils sont pas bloqués et voir si on a d'autres auteurs potentiels là, des jets de projectiles. Et c'est tombé des étages. En moins de 10 minutes, 40 hommes sont sur place. On va faire une pédestre sur le secteur, c'est reçu? BAC, brigade canine, compagnie de sécurisation, la traque commence. Les policiers cherchent les jeunes qui ont attaqué la voiture de police. Dès qu'on est en pédestre au milieu, c'est casque, armement collectif, et puis surtout dès qu'il y a des tours, on fait attention, ça tombe souvent des étages. Donc dans le doute, vaut mieux prévenir. Au sol, les traces d'une bouteille lancée quelques instants plus tôt. Les rues sont vides. Les policiers encerclent le quartier pour empêcher les agresseurs de passer au travers des mailles du filet. Vous essayez de contourner par la droite, à la limite, on fait à gauche. Ça roule. Ouais, aux collègues CRS là, qui sont en pédestre, il y a un groupe qui va partir de votre côté. En face, une autre équipe vient de repérer les auteurs du caillassage. Qui court derrière. T'as des mecs là-bas. Où ça? Là-bas ou à droite, gauche? Là, en face. De l'individu. C'est ACS qui est parti là-bas. Je pense qu'ils se sont regroupés ailleurs. Ok. Au niveau des interpellations, ça va être chaud parce que les mecs, à chaque fois, ils nous font la même. Ils remontent dans les étages. Une fois qu'ils ont caillassé, ils remontent dans les étages. Ils s'enferment dans leur maison ou dans celle des copains et puis c'est fini. Donc là, c'est au cas où. On fait quand même la sécurisation, mais comme vous l'avez vu, il n'y a plus personne. Mais cette fois, les agresseurs n'ont pas eu le temps de se replier dans un immeuble. Ils ont été interpellés avant par une autre équipe de policiers. Oui, c'est parfaitement reçu. On a l'auteur des faits. Ouais, on quitte. On continue à faire la sécurité en traversant la limite. Ouais. Les 2 jeunes appréhendés sont emmenés à l'écart de la cité. Le plus grand a été formellement identifié comme l'auteur des jets de projectiles. Âgé d'une quinzaine d'années, il passera la nuit en garde à vue et sera présenté le lendemain devant la justice. 22h30. La situation est calme, mais les policiers continuent leur patrouille. Ils ont pour instruction de reprendre pied dans les quartiers sensibles. Faut pas non plus qu'on baisse les bras systématiquement par rapport à cette petite menace. On ne cherche pas une provoque quelconque, on assure juste notre mission, notre passage. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de zone de non-droit non plus. On fait uniquement un passage préventif, on va dire. 2h du matin sur la route nationale, l'équipe repère 2 voitures de location. Des vols ont été signalés chez les loueurs de la région. Il y a 2 véhicules en fait, 2 véhicules a priori de location là qui se suivent, mais c'est que récemment on a eu quelques affaires avec des véhicules de loc, notamment les dernières Fiesta là, qui étaient volées.
Et là, manifestement, il roule assez fort, donc on va essayer d'abord de recoller doucement, discret, puis essayer de les identifier, voir si ça ressort positif ou pas. La voiture suspecte slalom à grande vitesse entre les voies. Pour les rattraper, les policiers roulent à plus de 170 km/h. Ils parviennent à hauteur du véhicule. 721, bravo. Ouais, forte piste, pas de droite. Il y a du monde devant. Le contrôle s'effectue à 100 mètres d'une zone sensible, le quartier des Tarterets. À l'intérieur de la voiture, 4 jeunes âgés d'une vingtaine d'années. Les individus sont contrôlés. Résultat de la perquisition, une centaine d'euros en liquide, des gants de défense, des cigarettes, du papier à rouler. Et Rodolphe trouve aussi une barrette de cannabis. Eh messieurs, on vous l'avait pourtant demandé? Le stup? C'est à qui? C'est à personne? C'est pas à vous? C'est vous qui étiez assis là? Ah, c'est pas à vous? Rodolphe continue les recherches. Dans la voiture, sous le siège du conducteur, encore 4 barrettes de résine de cannabis. La résine de cannabis. Qu'est-ce qui est responsable de la voiture là? Je sais pas, c'est un pote à moi, il a fait une location. C'est sa location. D'accord. Après vérification, le fichier indique que le conducteur du véhicule n'a jamais passé son permis de conduire. Conduite dangereuse, possession de stupéfiants, défaut de permis, l'homme est interpellé sur le champ. Bah, vraisemblablement, il va être placé en garde à vue parce qu'on interpelle là, pour les 2 motifs de défaut de permis de conduire et détention de produits stupéfiants, en l'occurrence du cannabis. L'interpellé est conduit au commissariat le plus proche. Pendant l'audition, le fichier révèle qu'il est récidiviste. Le conducteur encourt une amende et une peine de prison. Ce sera au tribunal d'en décider. 4 heures du matin, la nuit se termine pour la BAC 91. L'an dernier, le taux de criminalité dans le département a baissé de 3,3%. Le Havre, en Seine-Maritime. C'est dans ce pavillon que vivent Annick et Alain. Depuis 4 ans, leur vie a basculé. Ils ont arrêté leur travail. Ils cherchent à savoir ce qui est arrivé à leur fille unique, Valérie, disparue à l'âge de 24 ans. Notre quotidien, c'est de chercher sans arrêt. On cherche Valie, on écrit partout, on fait des lettres pour des procureurs, pour le juge, l'avocat. Bon, le matin, c'est très difficile de se lever. Hein. Parce que quand on se lève, on se dit encore une journée à tenir, quoi. Le seul moment où moi, je ne vais pas pouvoir parce que de toute façon, je vais pleurer. Qu'est-il arrivé à Valérie? Pourquoi cette jeune fille de 24 ans n'a-t-elle plus donné signe de vie à ses parents depuis 4 ans? Sur les murs de la maison, les photos d'une petite fille à l'enfance heureuse. À l'époque, rien ne laisse présager le drame qui va survenir. Une enfant vraiment, vraiment calme, adorable. Elle était douce, elle était... Donc elle a fait de la danse, ça a duré plusieurs années. Ça lui plaisait. Alors elle a commencé la danse classique et puis après elle a voulu faire du jazz. Donc elle a fait les deux en fin de compte. Elle était belle. Ça c'était les bons moments ensemble. Ça c'était les bons moments, oui. C'était le bon temps, on ne savait pas. Oui. On sait qu'on est heureux une fois qu'on est malheureux. On ne le sait pas en fait. Ça c'est... À l'âge de 18 ans, Valérie part faire ses études en Belgique. Elle veut être éducatrice pour enfants inadaptés. Elle obtient brillamment son diplôme 3 ans plus tard. Mais la jeune fille que l'on voit danser sur cette vidéo amateur tombe petit à petit dans une profonde dépression. En janvier 2004, Annick reçoit un appel du petit copain de sa fille. Un drame vient de se produire. Et il me dit, Annick, Valie a fait une tentative de suicide.
Je suis partie comme une folle chez elle. Le peu de chemin que j'avais à faire, je me rappelle, j'avais plus de jambes. J'avais l'impression que j'avançais pas, que je pourrais pas. Et puis je suis arrivée, alors Dimitri, son ami, l'avait trouvée. Elle était endormie et elle avait pris de la bière et peut-être de la vodka. Valérie est sauvée in extremis. Pour soigner sa dépression, elle est placée dans un centre de santé mentale au Havre. Et là, son état se dégrade. On avait décidé d'aller la voir une fois sur 2 pour ne pas l'inquiéter. Mon mari donc avait commencé, c'était le mardi, il revient et mon mari n'est pas un inquiet, hein, c'est de nature, il est pas... Et il me dit Vali ça va pas, il faut l'enlever de là, il faut lui faire signer sa décharge. Et je lui ai dit, alors là je m'en veux énormément, je lui ai dit non, ce sont des spécialistes, ils savent ce qu'ils font. Vous en êtes voulu, vous, à ce moment-là, de ne pas lui avoir posé plus de questions? Ah complètement, ah bah oui, et je m'en veux encore, hein. Je m'en veux encore. Hein. Mon mari me dit souvent, surtout je m'en veux, de pas, effectivement le mardi, de ne pas l'avoir retiré de là. Ah ça, et ça mon mari pourrait m'en vouloir aussi, parce que lui il l'avait proposé et moi j'avais dit non. 4 jours plus tard, le 19 février 2005, alors que Valérie doit quitter le centre pour passer le week-end en famille, elle disparaît. Où est-elle? Très vite, ses parents s'inquiètent. Valérie a tout laissé sur son lit d'hôpital. Son sac, ses papiers, son argent. Annick et Alain vont voir la police, mais leur fille est majeure. Elle a pu disparaître de son plein gré. L'enquête n'est pas ouverte immédiatement. C'est nous qui avons fait la perquisition. Hein. La police du Havre nous a dit, bon, vous allez perquisitionner chez elle. Alors il a fallu qu'on fouille nous-mêmes. On a tombé sur un carnet intime, qu'elle appelait carnet d'écriture d'ailleurs. Et là, on a vu comment elle était mal, comment vraiment ça, c'était profond. C'était une dépression profonde, c'était pas une dépression tout. Ce carnet intime, Annick et Alain l'ont conservé dans la chambre de leur fille. À l'intérieur, ils découvrent une partie de la vie de Valérie qu'ils ne soupçonnaient absolument pas. Elle relate des violences qu'elle a subies de son ex-ami belge. Elle explique qu'elle l'a quitté. J'ai enfin décidé de le quitter. Ce qu'il m'a fait subir, ses écarts dans l'alcool, sa jalousie maladive, son manque de respect, ses insultes trop nombreuses, ses claques, ses coups, son regard de feu qui me fait si peur, ses humiliations en public. Comment ai-je pu pardonner qu'on me crache en pleine figure dans une grande surface? Subissait des violences de la part de cet homme. Et ça, on ne le savait pas. Ça, on ne le savait pas, bien entendu. Ça a été une piste pour vous, cet homme-là? Non. C'est une piste. C'est toujours une piste. C'est toujours on une n'a piste. pas la preuve que ce soit quelqu'un de très clean. D'autant plus qu'il y a un motif de vengeance, finalement, de la part de ce gars-là. Bon, elle l'a laissé tomber. Elle a claqué la porte. C'était pas le style à se laisser marcher sur les pieds. Non. Il la harcelait tout le temps. Elle avait changé de portable au mois d'août à cause de ça. Valérie aurait-elle été enlevée par cet homme? Serait-elle séquestrée quelque part? C'est l'intime conviction de ses parents. Mais cette piste ne donne rien. Annick et Alain commencent alors à chercher dans d'autres directions. Ça, son dossier, c'est ça. Alors ça, c'est tout ce que nous, on a fait. Voilà, les photos qu'on a pu utiliser. Bon, il y a tout ça, il y a toutes ces... Vous avez jamais perdu espoir? On essaye. On s'accroche très furtivement, voilà. En fait, oui. Moi, de toute façon, je la sens pas morte. Je peux pas. Au mois de mai dernier, 4 ans après la disparition de leur fille, Annick et Alain publient un nouvel avis de recherche dans la presse locale. Et leur obstination va payer. Et suite à cet avis de recherche, il y a le numéro de notre association et un témoin se manifeste au siège de l'association. Quelqu'un aurait reconnu Valérie sur le journal. Le témoin dit qu'il l'aurait vue 2 jours plus tôt dans un supermarché discount à 30 km du domicile de ses parents. D'après ce témoignage, Valérie semblait effrayée et inquiète. Annick et Alain vont alors se poster chaque jour sur le parking de ce supermarché, dans l'espoir de retrouver leur fille. Donc on est resté 8 heures par jour, comme ça. Bon, on mettait ça quand même. Et on a attendu.
sans rien voir. Et puis bon, au bout de 2 semaines, on a arrêté parce que on ne pouvait pas passer toute notre vie non plus là, ici. On a fait le marché, on a interrogé les exposants, les clients. On a fait 3 jours d'interrogatoire. Valérie aurait-elle disparu de son plein gré pour changer de vie? Ce qui est sûr, c'est que d'autres témoignages sont parvenus depuis le mois de mai. Ils confirment eux aussi la présence de la jeune femme dans la région. Le dossier est aujourd'hui aux mains de la justice et la grand-mère de Valérie reprend espoir. Mais j'y pense sans arrêt, forcément. Est-ce qu'elle est disparue? Est-ce qu'elle est encore en vie? Mystère. C'est très dur, c'est très très dur. Je souhaite ça à personne. Et puis voir mes enfants comme ça malheureux, pour moi c'est encore plus dur forcément. Prendre soin de moi, je peux pas. J'y arrive pas. J'ai toujours autre chose à faire que de m'occuper de moi. Je m'intéresse pas. Vous êtes toujours vivante aujourd'hui, Annick? Non. Non, je le dis beaucoup à mes anciens amis, mes anciens collègues. Je dis souvent, la Annick que vous connaissez, elle est morte. J'aime pas la personne que je suis devenue. Moi, je dis qu'on est des morts vivants. Donc on allume une petite bougie et puis ça, on la laisse s'allumer une petite heure et puis on l'éteint. Et puis on l'allume chaque soir, quoi. C'est une façon de simuler sa présence, on va dire. Ou de l'appeler. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alain et Annick gardent toujours l'espoir de retrouver leur fille. La police a lancé des recherches. Ils attendent beaucoup de ces investigations. Écully, près de Lyon. Voici les derniers experts de la police technique et scientifique. 4 bergers, 2 malinois. Ils forment le groupe Odorologie. Leur mission, résoudre des enquêtes criminelles grâce à la détection des odeurs humaines. C'est les experts à 4 pattes, en fait. Dans cette voiture, la reconstitution d'une scène de crime classique. Ce véhicule a été retrouvé après un vol à main armée. Les spécialistes de l'odorologie sont les premiers à intervenir. Ils cherchent les empreintes d'odeurs humaines. Alors ça, c'est les tissus qui vont nous servir à prélever l'odeur déposée sur l'arme. Donc je vais utiliser ce tissu dit hongrois qui ont la caractéristique ou la particularité de piéger l'odeur et surtout de la conserver. Je vais déposer l'arme dessus. Je vais faire comme un système de papillote pour récupérer l'arme sans laisser et sans polluer la scène. Sur ce pistolet, l'odeur du tireur. L'arme est soigneusement enfermée dans ces tissus spéciaux. Une technique qui vient d'Europe de l'Est, plus précisément de Hongrie. Si les policiers prennent autant de précautions, c'est pour ne pas laisser leur propre odeur sur l'arme. Effectivement, on prend beaucoup de précautions parce que même des gants ne peuvent pas être étanches à l'odeur. C'est pour ça qu'on en tient bien vite et on utilise une pince stérile pour éviter tout contact. Surtout ne pas laisser d'odeur et ne pas polluer une scène de crime en fait. Le siège conserve lui aussi l'odeur du braqueur. Tissu, plastique, verre, métal, tous les matériaux gardent les odeurs. Même lavés, ils conservent une trace que les chiens pourront détecter. Les policiers prennent garde de ne pas altérer les autres empreintes. On va éviter donc de faire du frottement et faire simplement un dépôt de tissu sans altérer la surface. Les traces d'odeur peuvent être récoltées 3 jours après les faits. Au-delà, elles risquent de s'évaporer. Alors, certaines affaires
plus importantes terroristes, on ira jusqu'à 96 heures, hein, mais les chances de succès sont un peu plus réduites. Mais c'est pas impossible. Alors au bout d'une heure maintenant, on va récupérer que les tissus, ce qui nous intéresse, et laisser après la matière première, donc dans ce cas-là l'arme, à d'autres prélèvements par les techniciens. Les tissus sont enfermés dans des bocaux hermétiques qui sont conservés dans une odorothèque, une sorte de bibliothèque des odeurs, où elles peuvent rester pendant 10 ans à l'abri de la lumière. Une fois le suspect interpellé, les enquêteurs prélèveront son odeur pour la comparer aux traces recueillies dans la voiture et sur l'arme. C'est alors que les chiens vont entrer en scène. Eh bien, mon petit, viens, Lunac. Bah dis donc, t'es pressé d'aller travailler, toi? Je vais disposer ça sur une ligne. Je vais en retenir la composition. Le protocole est précis. Une ligne de 5 bocaux est installée en l'absence du chien et de son maître. Un seul bocal recèle l'odeur du suspect. Sur le siège conducteur, on avait prélevé, et bien là, c'est ce qu'on lui fait sentir. Et la personne qui s'est assise dessus, est-ce qu'elle est dans la ligne ou pas? La trace du suspect est dans le 5e bocal. L'animal doit se coucher là où il reconnaît l'odeur. Donc là, on a vu une première reconnaissance. Et maintenant, on met le protocole en place, on enlève cette odeur, on vérifie si le chien ne nous ment pas. Et après, on va les réintroduire à une position aléatoire. Et si le chien confirme, on fera passer un deuxième chien. C'est sa façon à lui. Cette fois, le chien ne se couche pas car la trace du suspect n'a pas été placée dans la ligne. On lui met que des contraintes en fait au chien. Rien n'est facile en fait. 3e exercice, on corse la difficulté en déplaçant les bocaux. L'empreinte du suspect est à la 3e place. Il sent réellement. Voilà, tirage. Le chien réalise un sans faute. Chaque couple, hein, maître et chien, c'est 1 an de travail. Et avant d'arriver à un niveau d'expert, il faut 2 ans pour à peu près assimiler toutes les méthodes. Ces experts de la police scientifique nécessitent une attention de tous les instants. Ils sont particulièrement choyés par leur maître. La relation affective avec les animaux est primordiale, surtout dans cette spécialité-là. Elle demande une osmose importante avec le chien, en fait. Ça peut paraître peu de temps dans la journée, le travail dans la salle d'identification d'odeurs humaines, mais c'est très très intense pour eux. Le chien, il a besoin d'être bien dans sa vie de tous les jours pour pouvoir travailler, en fait. Depuis sa création en 2003, le groupe Odorologie intervient dans une 50aine d'affaires criminelles chaque année. Ces experts ont collaboré à la résolution de près de 300 enquêtes.